Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Didier Aberli, je suis consultant et masseur en Ayurveda. J'ai mon cabinet sur Toulouse. J'ai eu la chance de pouvoir étudier l'Ayurveda d'abord en France pendant quelques années. Et ensuite, je suis parti en Inde pour étudier dans une clinique, pour faire des stages pratiques. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir les deux points de vue qui ne sont pas forcément contradictoires, mais quand même assez différents. Et parfois, ça nous force à faire le grand écart, en tout cas dans ma pratique. Mais ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'au final, c'est peut-être un grand écart pour les praticiens que nous sommes, avec notre culture, nos bagages, etc. Et puis surtout la société qui nous propose une seule médecine actuellement. Mais pour les gens qui viennent me voir, finalement, ça ne demande pas forcément de faire tant d'efforts que ça. Et c'est intéressant de voir justement qu'on peut vraiment changer notre vie en changeant juste quelques petites choses au quotidien dans notre manière de penser les choses. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine vraiment très vieille qui a plusieurs milliers d'années, qui vient de l'Inde, qui est un petit peu impliquée dans la culture indienne et dans l'hindouisme, mais c'est quand même quelque chose qui se veut rationnel. Et c'est une expérimentation de la vie. Donc déjà, on peut imaginer que même s'il y a des considérations qui paraissent tourner autour de l'hindouisme, la plupart des choses, même si c'est écrit en sanskrit, c'est des choses rationnelles qui ont été expérimentées pendant des siècles et des siècles. Au tout début, l'Ayurveda n'utilisait seulement les pierres et les chants comme traitement pour les gens. Et petit à petit, il y a des nouvelles techniques qui sont apparues, phytothérapie, donc les plantes, utilisation des plantes qu'ils avaient autour de chez eux, et l'alimentation, etc., l'état d'esprit. Petit à petit, au fil des siècles, il y a eu des nouveaux ouvrages qu'on considère comme classiques, qui ont été écrits et qui font encore office de référence aujourd'hui. L'Ayurveda, c'est une médecine, mais c'est plus que ça, c'est une philosophie, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de se poser dans la vie. Et plus précisément par rapport à la santé, c'est une approche préventive. La question n'est pas de savoir comment soigner une maladie, c'est de savoir pourquoi on tombe malade si on est tombé malade, ou plutôt apprendre à se connaître soi-même pour ne pas tomber malade. Les deux conférences précédentes ne parlaient pas du tout d'Ayurveda, et pourtant ceux qui étaient présents, qui ont pu écouter ça, constatent qu'on parle tous finalement de la même chose, que ce soit une approche super moderne ou super classique, et même qui vient de très loin. Le point clé de l'Ayurveda, pour entrer un peu dans le vif du sujet, c'est qu'on considère que fondamentalement, on a tous une constitution différente. Vous avez sûrement des exemples, peut-être vous, ou peut-être dans votre entourage, des gens qui ont tout le temps faim. Même quand ils mangent des grosses assiettes, ils ont encore faim 2 heures après. Et pourtant, ces gens-là, peut-être qu'ils prennent jamais 1 gramme. Ils sont jamais en surpoids. Et il y a d'autres personnes où ça va être l'inverse. Ils vont manger 1 fois ou 2 par jour, des doses qu'ils considèrent comme modérées par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et pourtant ils vont avoir des problèmes de poids. On peut donner des exemples, ça c'est des personnages connus. Voilà, je vais vous les citer, si vous ne les connaissez pas trop. Astérix, Obélix. Ce qui est super intéressant dans ces personnages, et c'est valable pour eux, mais dans plein de dessins animés ou de bandes dessinées qu'on peut connaître, forcément, quand les auteurs imaginent un personnage, ils vont partir dans des caricatures. Et ces caricatures, finalement, en Ayurveda, on considère ça. On considère ça qu'on a tous des tempéraments et des liens entre qui on est profondément, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort de ce qu'on est, c'est notre physique, notre métabolisme et notre manière de penser, nos émotions qui vont dominer. Et Astérix et Obélix ont des physiques complètement différents et on voit qu'ils ont des mentalités complètement différentes. C'est peut-être pour ça qu'ils sont amis, parce que justement ils sont complémentaires. On est dans la caricature, mais dans la vie ça se passe aussi de la même manière. J'aime bien donner ces 2 exemples parce qu'ils parlent vraiment en termes de Vata, Pitta, Kapha. C'est peut-être la dernière fois que je le cite devant vous, mais c'est les concepts clés de l'Ayurveda. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, on aura l'occasion d'en reparler. 3e personnage qui est intéressant et qui donne un peu la 3e béquille de l'Ayurveda. C'est une personne qui est plutôt dans le mouvement, qui est plutôt longiligne. Et donc ça peut être Lucky Luke. Et c'est super intéressant, d'autant plus que dans leur manière d'agir, à tous ces personnages, on ressent vraiment l'influence de leur constitution fondamentale.
Alors ça, c'est de mon point de vue parce que je fais de l'Ayurveda. Mais en tout cas, quand on nous présente un dessin, quelqu'un qui ne connaît pas Lucky Luke, il va imaginer des choses. Il va imaginer son tempérament, il va imaginer comment il est, peut-être même son histoire. Et pourquoi? Parce que la personne qui a voulu dessiner ça, il est parti d'une idée. Il n'est pas parti d'un dessin qu'il trouvait intéressant, il est parti d'une idée, d'un tempérament, et il en a fait un dessin qui correspond à ça. Et nous, on est tous pareils, en fait. On est un peu un mélange de Astérix, Obélix et Lucky Luke, mais pas dans les mêmes proportions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait notre singularité. On est tous différents. Et c'est vraiment le point fort de l'Ayurveda. Donc plutôt de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, fondamentalement, la question est de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, spécifiquement. De quoi vous, chaque individu, avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de manger? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Pour voir un peu l'influence de tout ce qui se passe sur nous, pour comprendre sa constitution, et après pour pouvoir adapter notre mode de vie par rapport à la constitution, en Ayurveda, on utilise un outil qu'on peut appeler les attributs. Le mot en sanskrit, c'est les gunas. Donc les gunas, c'est par exemple chaud et froid. On sait très bien qu'on n'a pas les mêmes besoins à l'été que l'hiver, quand il fait chaud, quand il fait froid. On n'a pas le même état d'esprit si on se déplace. Ne serait-ce que Montpellier, on va à Montpellier ou Marseille, il y a un climat qui est vraiment différent. Et si vous êtes un peu sensible ou si vous faites attention à ça, vous verrez que votre état d'esprit change. Votre physique change, votre métabolisme va changer. Si vous ne bougez pas et que quand même vous restez dans un endroit, peut-être à Caussade ou dans le sud-ouest, vous allez quand même vivre au quotidien les saisons, les changements de saison. Et on n'a pas envie de manger par exemple les mêmes choses l'été que l'hiver. L'hiver, on est un peu froid, on a envie de manger de la soupe parce que c'est chaud, c'est onctueux, c'est rempli, ça remplit, il y a beaucoup d'eau. Et l'été, on a envie de manger de la salade parce que c'est frais, on va compenser. Donc on travaille avec les gunas, finalement, les fameux attributs de l'Ayurveda. Donc le chaud et le froid, on va essayer d'équilibrer. Si on a tendance à avoir un peu plus de froid, normalement, la réponse, ça sera qu'on aura envie de manger un peu plus chaud. Le sec et l'humide, c'est pareil. Manger des crudités, c'est plutôt sec. Manger du fromage, c'est plutôt humide. Et il y a des gens qui ont plutôt besoin de manger du fromage et d'autres plutôt besoin de manger des crudités. Lourd, léger, etc. Et il y a une dizaine de paires d'attributs comme ça qui peuvent nous aider un peu à comprendre qui on est et qu'est-ce qui est bon pour nous. De l'Ayurveda, on peut attendre quoi? À quoi ça sert de faire de l'Ayurveda? Ça va nous permettre de se comprendre soi-même, donc ça va au final, au quotidien, nous changer d'état d'esprit. On va, petit à petit, si on fait un certain effort, on va perdre le besoin de juger les choses, de juger les gens, de se juger soi-même. On va être dans une clarté de choses, de comprendre une vérité telle qu'elle est, sans jugement, et ça c'est vraiment très important. On considère en Ayurveda que tous les déséquilibres qu'on peut avoir, qu'ils soient psychologiques ou au niveau du métabolisme, c'est une question de dualité, et qu'on écarte une réalité par rapport à un souhait, quand on se trompe, quand on n'est pas soi-même, quand on n'a pas la vie qu'on devrait être. Les 3 piliers de la santé en Ayurveda, c'est vraiment le concept qui va nous permettre de savoir sur quoi on peut agir au quotidien. Le premier, on vient d'en parler un petit peu, c'est la nourriture. Tout ce qu'on mange a une incidence sur notre santé, sur notre corps et aussi sur notre psychologie. Quand on va manger par exemple de la viande, il y a une énergie d'agitation et une énergie de mort. Donc ça va nous tirer vers le bas. Si on mange des produits frais, ça va nous tirer vers le haut, on va gagner en clarté. Mais aussi, d'une manière plus grossière, moins subtile donc, l'alimentation, le choix des aliments, ça va aussi équilibrer les fameux Vata, Pitta, Kapha, donc augmenter le chaud ou augmenter le froid, augmenter le sec, augmenter l'humide. Et tout ça, ça peut soit aggraver notre constitution, donc nous déséquilibrer et créer des problèmes, parce qu'on a péché par ignorance et on ne connaissait pas les vrais besoins fondamentaux de notre corps. Ou alors, pour être plus fin, je dirais qu'on les connaissait profondément, mais qu'on ne les a pas écoutés. Qu'est-ce qui fait qu'on les écoute plus? C'est notre mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son mental, ça veut dire qu'il faut écouter les deux choses. De quoi on a besoin profondément, si on est vraiment axé, on va le savoir. En Ayurveda, je vais parler des livres à la fin de cet exposé. Il y a énormément d'ouvrages qui vont parler des aliments, et il y a des types d'aliments, des familles d'aliments, des tableaux. Ça, si vous avez telle constitution, c'est bien de manger ça, 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 etc. Et des pages de tableaux. C'est vraiment très intéressant, passionnant même. Et c'est vrai, quand on plonge dedans et qu'on applique ces règles, rapidement on va mieux. Le revers de la médaille, c'est que c'est en général
psychologiquement parlant, indigeste. C'est-à-dire qu'on tombe dans une manière d'agir qui est scolaire et on ne va pas s'écouter soi-même, on va juste écouter ce qui est écrit dans les livres. Avec en plus la chance de s'être trompé dans le début, quand on a déterminé sa constitution. Donc on est vite perdu et il suffit qu'une fois ça déraille et on tombe malade ou on a des problèmes de digestion alors qu'on a naïvement suivi ce qui est écrit dans les bouquins, finalement on va perdre foi et on va dire mais c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Je pense que c'est un peu la raison de l'échec de la plupart des régimes, qu'ils soient ayurvédiques ou pas, c'est quand on accorde trop de crédit à la théorie. Même si elle est par définition juste, tout ce qui est écrit dans ces bouquins, je ne suis pas en train de critiquer, c'est vraiment juste tout ce qui est écrit. Est-ce qu'il faut appliquer à la lettre? Non, parce qu'on va se tromper, on ne va pas s'écouter soi-même, on va écouter l'Ayurveda. C'est une approche dogmatique, même avec toute la bienveillance du monde, vis-à-vis de soi en particulier. Donc, c'est quand même un problème d'une manière générale. Donc, comme on n'est pas en formation aujourd'hui et que j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, je voudrais quand même que vous repartiez aujourd'hui chez vous avec un peu de matière, quelque chose à changer, même si je ne vous connais pas individuellement. Pendant ces années d'études, je me demandais justement comment on pouvait faire pour regrouper toutes ces informations, pour faire des synthèses. Et je n'ai pas vraiment réussi parce qu'on tombait forcément dans la simplification ou dans les résumés ou dans les raccourcis. Et soit on voulait être juste et on était trop complet, on devenait complexe en étant complet, soit on simplifiait et on tombait à côté du truc et on était faux une fois sur deux. La première chose, c'est l'Ayurveda considère qu'on fait partie d'une nature. Donc là, quand je vous parle de constitution individuelle, ce qui compte, c'est notre propre nature. Quand on parle d'approche naturelle de la santé, c'est pas parce qu'on va manger des plantes qui sont dans la nature. C'est pas parce qu'on est végétarien ou des choses comme ça. Une approche naturelle, c'est comprendre sa propre nature. Qui vous êtes profondément. Notre propre nature, elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, singulière, mais il n'empêche qu'on est tous impliqués les uns avec les autres au niveau des êtres humains sur Terre, et aussi avec la nature, celle qu'on entend dans le premier sens du terme. La nature, c'est-à-dire la Terre, toute cette nature, même avec un N majuscule. La nature est même considérée comme une divinité dans certaines cultures. Cette culture, c'est peut-être une intelligence globale. Moi, je ne veux pas parler de divinité, mais en tout cas, il y a une logique qui n'est ni bonne ni mauvaise. On ne peut pas juger ça. On ne peut pas juger d'avoir tel métabolisme, comme on ne peut pas juger qu'un lion il va manger des antilopes et c'est ni méchant ni gentil. C'est la nature. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà vous quitter, vous séparer de cette notion de dualité, de c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien ce que je fais. Parce que vous tombez dans le mental, dans les complexes et vous vous séparez de vous-même en fait. Par rapport à cette nature, comme on en fait partie, contrairement à ce qu'on peut penser dans une écologie bienveillante à nouveau, d'écologie où on va dire notre environnement, il faut prendre soin de notre environnement comme c'était quelque chose à côté de nous et on voulait être gentil avec lui. C'est pas que de la gentillesse d'être gentil avec l'environnement, c'est parce qu'on en fait partie. C'est comme si on a mal à l'épaule et qu'on va soigner l'épaule en abîmant le genou. Ça marche pas, on aura peut-être moins mal à l'épaule, mais on aura plus mal au genou. Donc, cette nature-là, on en fait partie, donc c'est pour ça qu'il faut fonctionner avec et profiter de sa force à elle plutôt que d'aller contre sa volonté. Par rapport à l'alimentation, donc c'est le premier pilier de la santé d'après l'Ayurveda. Première chose à faire, c'est de savoir d'où vient la nourriture qu'on mange. Ça, c'est du concret. On peut parler de la conscience du producteur. C'est pas si compliqué. En France, on a des systèmes d'AMAP. Alors, je ne suis pas partisan forcément des AMAP. C'est très bien les AMAP. En tout cas, c'est un moyen direct pour connaître notre producteur, avoir confiance en lui. On va chez lui, on voit comment il travaille. Et il nous donne des légumes, ou des fruits, ou ce qu'on veut. Comment voulez-vous que ces légumes qui sont préparés avec amour et avec respect de cette nature, comment voulez-vous qu'ils vous fassent du mal? Si on vous dit à cause de ta constitution, tu ne devrais pas manger de chou, et que le producteur de votre AMAP fait du chou, mais c'est pas possible qu'il vous fasse du mal. Mangez ça. Mangez ça, ça va vous faire du bien, c'est logique, c'est cette nature. En plus, c'est local, ça vient d'à côté de chez vous. Vous faites partie du même écosystème avec ces légumes-là. C'est peut-être un peu plus compliqué pour le riz. Voilà, je vous laisse trouver des solutions. Vous me les envoyez par mail si vous en avez. En tout cas, du riz, on n'est pas obligé d'acheter du riz qui vient d'Inde. Il y en a en Camargue, il y en a en Espagne, en Italie. Mais on est quand même obligé de les acheter et on ne connaît pas le producteur.
Et c'est valable aussi pour les légumes si vous n'avez pas un système d'AMAP ou pour des légumes que votre AMAP ne pourrait pas produire. La deuxième chose, c'est la conscience du vendeur, du coup. Le vendeur, lui, il travaille avec conscience, comme un producteur travaille avec conscience. S'il aime son métier, il va aimer les produits qu'il achète et qu'il revend. S'il aime ses produits, ça veut dire que vous pouvez avoir confiance en lui. Et comme lui a pu avoir confiance en la personne qui lui a déjà produit ou vendu. Donc quand vous allez dans un magasin, quel qu'il soit, ça soit un maraîcher sur le marché ou n'importe qui, si vous avez confiance en lui, vous pouvez discuter avec lui. Et la chaîne de conscience, elle ne va pas s'interrompre. Donc les légumes ou n'importe quel produit que vous allez acheter pour manger, dès qu'ils vont arriver chez vous, ils seront propres à votre consommation et ils portent une énergie, en plus d'être frais, évidemment. Donc ça, c'est intéressant et c'est simple. Et on n'est pas dans du dogme, mais on n'est pas dans des cases avec des colonnes plus et moins. On n'est pas dans cette dualité. Ramener les légumes à la maison, c'est important. Ça suffit probablement pas. Il faut savoir qui va faire à manger. Si vous faites brûler le super chou de votre producteur, ben, le corps il va moins l'accepter, ça ne va pas forcément bien se passer. Donc la conscience du cuisinier, c'est cuisiner avec amour peut-être, ou en tout cas respect de la nourriture. Alors l'idéal, c'est si vous produisez vos légumes et vous les faites cuire vous-même, vous sautez des étapes et il suffit de respecter ce que vous faites. Et ça va bien se passer. Mais après, si c'est votre conjoint qui fait à manger, ou vos parents, ou n'importe quoi, il y aura cette transmission. Donc, si on dézoome par rapport à ce qu'on a vu il y a 3 minutes, entre le producteur et votre assiette, c'est cuisiner, c'est prêt à manger. Là, vous avez une chaîne qui est pour l'instant ininterrompue de conscience vitale. Donc c'est bon pour vous. Il reste la dernière étape, et pas des moindres, c'est vous-même. Quand vous mangez, si vous mangez devant les informations, en regardant la télé ou en discutant, en ayant des sujets, des débats, vous engueulez avec quelqu'un pendant que vous mangez, votre corps il va refuser ça. Vous allez mal le digérer. Donc à terme, ça va mal se passer. Soit à court terme, vous allez mal digérer le lendemain, soit sur du long terme, vous allez perturber votre système digestif, etc. etc. Donc ces 4 points, ils sont faciles à comprendre, faciles à retenir. Et je vous invite vraiment à vous poser la question de tout ça. Et ne rentrez pas dans le dogme en arrêtant complètement tout ce que vous faisiez du jour au lendemain. Si ça fait des dizaines d'années, ou en tout cas des années que vous mangez d'une certaine manière, soyez doux avec votre corps. Tous les changements peuvent le perturber, même si c'est des changements vers du bon. Donc soyez respectueux de ça, de ce que vous êtes aujourd'hui, et ne vous jugez pas. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences dans ce qu'on fait. Ça, c'était le premier point au niveau des piliers de l'Ayurveda, c'est donc l'alimentation. Le deuxième point, c'est ce qu'on fait de notre vie. Alors, c'est nos activités sportives, c'est nos métiers, etc. Donc, si vous faites par exemple du rugby, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça et puis d'autres qui ne sont pas faites pour ça. Typiquement, je prends cet exemple parce que le rugby, en plus, c'est un peu du sud-ouest, mais en tout cas, il y a certaines personnes, probablement de votre entourage ou que vous pouvez imaginer, ne pas faire ce genre de sport. Et c'est pas parce qu'il est moins doux que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il n'a pas la constitution qui correspond à ce genre d'activité. Donc, si par envie, par culture, par éducation, on va le forcer quand même à faire du rugby, il va contrarier sa constitution, il va aller à l'encontre de ce qu'il est profondément et de ce qui est bon pour lui. Donc il risque de se casser une jambe. C'est peut-être valable pour tous les gens qui font du rugby, mais certaines personnes plus que d'autres. Et même le yoga, qui est une pratique qui est collée à l'Ayurveda, il y a quand même des textes communs et puis une culture commune. Évidemment, en consultation, ça ne m'est jamais arrivé de conseiller à quelqu'un de ne pas faire du yoga, mais il y a des gens pour qui c'est peut-être moins intéressant que d'autres. Voilà, je parle du rugby et du yoga parce que c'est des choses un peu marquantes, je force un peu le trait, mais c'est valable pour un chauffeur routier, pour un ingénieur qui bosse devant un ordinateur, pour un facteur qui fait ses tournées en vélo, ou pour n'importe quoi. Tout ce que vous faites, vos activités, vos relations avec les gens, tout ça, si vous ne comprenez pas votre constitution profonde, vous risquez d'être à côté de ce qui est bon pour vous. Parce que c'est le mental qui va prendre le dessus et c'est le mental qui va vous dire « faut que tu sois médecin parce que tu auras une meilleure situation sociale et que tu vas gagner bien ta vie ». Mais si votre vocation, c'est pas ça, si vous êtes créatif, si vous êtes plutôt créatif, médecin, ça va peut-être pas être facile et vous allez être en contrariété avec ce que vous êtes profondément. Alors je dis pas que c'est facile tout ça. Et malgré tout, on a quand même une souplesse d'adaptation tous. Il n'y a pas un seul métier ou une seule activité qui vous correspond.
Il y a plein de choses qui vous correspondent. Mais si vous n'êtes pas dans ces plein de choses, vous risquez d'être dans le plein de choses qui ne vous correspondent pas. Et là, vous risquez de vous perturber, que ce soit physiquement, comme l'exemple du rugby par exemple, où vous allez peut-être vous casser quelque chose, mais au niveau mental aussi. Si vous avez besoin de vous dépenser physiquement et que vous êtes enfermé dans un bureau avec la climatisation 40 heures par semaine, même à faire un boulot passionnant, au bout d'un moment, vous allez être déprimé. Il va vous manquer quelque chose. Et d'autres personnes, votre voisin, votre collègue, qui fera exactement la même activité, lui, c'est peut-être exactement ce qu'il lui faut. Peut-être pas la clim, mais en tout cas de rester devant un ordinateur parce que peut-être ça le pose, parce qu'il aurait tendance à bouger déjà partout. Et au moins 40 heures par semaine, il est calme. Donc ne prenez pas exemple forcément chez les autres, parce que peut-être que ce qui est bon pour votre voisin, c'est exactement ce qui n'est pas bon pour vous. Forcément, l'Ayurveda propose des pistes pour vous connaître, mais au final, la vérité que vous recherchez, ce n'est pas le praticien en Ayurveda qui va vous le donner, c'est vous-même. Comme disait la personne juste avant moi, le praticien, il guide. Il emmène, il dit « Hey, regarde par là-bas, peut-être que ça va t'intéresser. Ah, tu vois pas bien? Viens, on va voir par un autre point de vue. » Et petit à petit, vous allez découvrir vous-même. Mais le praticien, il ne vous connaît pas vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez aller voir comment vous êtes. Et pourquoi on ne voit pas a priori ce qu'on est? Parce qu'on a été conditionné, parce qu'on a un passif, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a plein de choses. Donc l'activité a une incidence, tout ce qu'on fait de notre vie, 24 heures par jour, ça a une incidence sur notre état psychologique et physique. Je fais directement la transition avec le troisième pilier de l'Ayurveda qui est le sommeil. Ça, vous l'avez probablement tous expérimenté. Quand on ne dort pas bien, ça ne va pas. Si ça dure 2 nuits, on est super fatigué. Si ça dure 3 semaines, on tombe malade. Même si on mange correctement, même si on a un métier qui nous plaît. Le sommeil, c'est fondamental. Alors certaines personnes ont besoin de 5 heures, ça leur suffit. D'autres, 9, 10. Et puis c'est compliqué parce qu'ils disent non, je dors trop, il faut dormir 8 heures. Et puis à la fin de la semaine, ils sont crevés. Et au bout de 3 mois, ils risquent de tomber malades s'ils n'ont pas dormi leurs 9 heures. Peut-être qu'ils ont besoin de plus de sommeil parce qu'ils sont déséquilibrés, mais peut-être que c'est leur nature qui dit toi, avec ta constitution, tu as besoin de dormir 9 heures par nuit. Et si on ne comprend pas ça, ou si on essaie d'occulter cette réalité objective qui est ni bonne ni mauvaise, on tombe à côté, à nouveau, c'est toujours pareil. Pour revenir à l'Ayurveda et la différence de la pratique entre ici et l'Inde, alors ce qui se passe, c'est que voilà, en Inde, il y a vraiment des médecins. Il y a des gens qui font des études de médecine en Ayurveda, donc c'est vraiment des études qui vont durer 10 ans, comme les études de médecine en France. Et ils sont médecins et en général, ils ne font pas de massage, ces gens-là. Ça arrive, mais en général, ils ne font pas ça. Et finalement, c'est un peu comme en Occident où on a des médecins et des infirmières. Les médecins vont dire à l'infirmière, donne tel et tel médicament, fais tel et tel soin. En Ayurveda, c'est pareil, on a des médecins qui font des diagnostics et qui vont prescrire des médicaments, des plantes, des conseils de vie, des conseils de yoga et puis des massages. Mais a priori, c'est pas eux qui font les massages. Je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre qu'en France, il n'y a pas de médecin ayurvédique. Première raison, c'est qu'on n'aurait pas le droit d'exercer en tant que médecine ayurvédique parce que ça serait de la médecine, je ne sais pas comment on dit, illégale. Mais surtout, on n'est pas formé pour ça. Le métier qu'on a appris n'existe pas en Inde. Ça peut vous surprendre. Mais nous, on est vraiment des consultants. On va accompagner les gens. On est des guides. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi. On est peut-être à peu près 300 en France actuellement à guider les gens. Alors, on fait des massages, on ne fait pas des massages, on donne des consultations, etc. Mais on n'a aucunement vocation à soigner les gens. En revanche, ce qui est intéressant, je ne veux pas faire des jeux de mots, mais on fait la différence entre prendre soin et soigner. Et finalement, ça nous paraît évident parce que c'est du vocabulaire quotidien, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre prendre soin et soigner? Alors, moi, je peux prendre soin de quelqu'un, mais le plus simple, c'est que cette personne prenne soin d'elle. Mais est-ce que cette personne se soigne? Est-ce qu'elle s'enlève ses maladies? Non, mais c'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc là, j'aime bien cette photo parce que c'est ce qui peut se passer en Inde. Alors, c'est pas pour vous faire peur. Si vous voulez aller en Inde, je vous invite fortement à y aller. En général, les tables, elles sont en bois. Et pour nos petits squelettes fragiles ici, on n'aime pas trop en général. Et nous, on a tout le temps des tables un peu molletonnées. Mais je crois que de plus en plus, pour les Occidentaux, en tout cas, ils mettent des matelas maintenant sur les tables de massage en Inde.
Voilà. Mais en tout cas, c'est des massages, souvent il y a beaucoup d'huile. C'est des massages à l'huile. C'est sûr, ouais. C'est sûr, jusqu'à 5 litres pour un soin. Mais des fois moins. Des fois moins. Voilà. On pratique, ça c'est une photo dans mon cabinet, on pratique le massage à 4 mains qui permet vraiment de faire une symétrie entre la gauche et la droite, donc à aucun moment on est déséquilibré. C'est important, on parle du côté lunaire et solaire, masculin-féminin, et du coup si on commence par l'un et qu'on finit par l'autre, pendant un certain moment on est un peu déséquilibré, donc le massage à 4 mains permet d'être tout le temps dans la symétrie. Voilà pour la présentation de l'Ayurveda. Je voudrais terminer par une première citation. Il ne faut pas chercher la nuit avec une lanterne allumée. Alors c'est un peu ironique évidemment. Quand les gens sont en souffrance, que ce soit psychologique ou physique, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur, ils vont chercher des médicaments. Ils ne considèrent pas qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. Et donc chercher la nuit avec une lanterne allumée, ça veut dire ça, ça veut dire la lumière elle est déjà en vous. Mais si vous allez la chercher plus loin, c'est comme votre lumière elle est là et vous allez chercher la nuit et ça ne va jamais marcher, vous n'allez jamais la trouver. Donc peut-être que ça ne veut pas dire que vous avez besoin de personne, on a toujours besoin d'être accompagné, qui qu'on soit. En revanche, les ressources vous les avez déjà et la personne qui va vous accompagner, elle va vous aider à les comprendre, à les trouver ces ressources. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Deuxième citation qui est pas beaucoup moins ironique. Quand l'homme sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Et ça, c'est un peu le fait qu'en Ayurveda, on n'a pas une logique symptomatique. Et une personne qui a des problèmes d'acné ou d'eczéma, par exemple, on ne va pas soigner la peau. Voilà, c'est le doigt, on montre... Et le problème d'un problème de peau, la plupart du temps, c'est soit émotionnel, soit digestif. Et donc, en Ayurveda, on n'est pas dans le symptomatique, que ce soit en curatif ou en préventif. On essaie de comprendre une personne dans sa globalité. Pourquoi elle est en bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle le reste et qu'elle renforce son immunité, sa force, son énergie, sa vitalité, sa joie? C'est ça le but de l'Ayurveda, finalement. C'est pas de guérir les gens, c'est pas de les soigner. C'est de prendre soin d'eux pour que eux, sur le long terme, apprennent à prendre soin d'eux-mêmes. Et augmenter cette énergie vitale qu'on a tous, comme une petite flamme. Ça, c'est important de comprendre. C'est que c'est pas je vais faire l'Ayurveda et je vais aller mieux. C'est qu'est-ce que me propose l'Ayurveda pour moi? Mais la finalité, c'est toujours soi-même. C'est pas de correspondre à une nouvelle classe. Si aujourd'hui vous êtes désemparé ou vous êtes en souffrance parce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde occidental, parce que vous êtes en lutte politique ou sociale, vous ne trouvez pas votre place, ne changez pas ça pour l'Ayurveda parce que vous risqueriez de tomber dans le même piège avec une autre couleur, mais ça serait la même boîte. Donc ne tombez pas dans des boîtes comme ça. Soyez juste vous-même et si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est chercher qui vous êtes profondément. Il y a plein d'outils. Le yoga, c'est un outil, l'Ayurveda, c'est un outil. Peut-être la médecine chinoise, le Reiki, c'est des nouveaux outils. Il y a plein d'outils comme ça. Et aller vous promener dans la forêt, c'est un outil, c'est de la méditation. Il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables. Donc, moi, j'ai été amené par mon parcours à m'intéresser à l'Ayurveda. Peut-être que dans quelques années, je ne ferai plus d'Ayurveda parce que j'aurais pris l'essence de l'Ayurveda qui n'a plus rien à voir avec l'Inde, cette essence-là. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été attentif et à bientôt.